Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête ce soir. Un couple et ses 4 enfants ont donc disparu. L'enquête s'oriente aujourd'hui vers un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delceni. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, l'affaire Brigitte Devèvre. Une petite commune du Pas-de-Calais, 2 mondes séparés par un terrain vague et un meurtre qui devient très vite une affaire politique. Jeudi 6 avril 1972, à Bruay-en-Artois, un bourg du Pas-de-Calais situé à 40 km au sud-ouest de Lille. C'est les vacances de Pâques. Cet après-midi-là, un groupe de jeunes garçons se retrouve pour aller jouer au foot ensemble. Ils vivent tous dans les corons, ces quartiers ouvriers typiques du nord de la France avec des maisons à 1 étage et une petite parcelle de terre à l'arrière pour cultiver des légumes. Leurs parents sont employés dans les mines, ou plutôt l'ont été pour certains d'entre eux. Après plus de 100 ans d'une activité intense, l'industrie minière périclite et les ouvriers s'inquiètent. Dans un des gisements, 2 puits ont déjà été fermés. On sait que d'autres vont suivre. Mais ce sont des problèmes d'adultes. Les enfants, eux, veulent jouer au foot. Peu importe si c'est sur un terrain vague, peu importe s'il y a des déchets, peu importe si le sol n'est pas plat. Philippe, qui a une 12aine d'années, frappe dans un petit tonneau abandonné sur le terrain. L'objet roule jusqu'à une haie d'aubépine. En s'approchant, le garçon découvre ce qui ressemble au corps d'un homme en contrebas. Effrayé, il recule et court vers ses copains. Il leur explique ce qu'il vient de voir. Un autre des garçons, un peu plus âgé, se dévoue pour retourner jeter un œil. Il revient vers le groupe et confirme. On dirait bien un corps, avec une blessure à la tête. Philippe et ses amis se séparent alors pour prévenir leurs familles respectives. Le père de l'un d'eux appelle le commissariat. Pendant ce temps, la rumeur se propage. Les gamins auraient trouvé un cadavre sur le terrain vague. Plusieurs voisins sortent de chez eux et se regroupent autour du terrain. Philippe revient avec son père, Léon Devèvre. Léon se fraye un chemin parmi la petite foule qui grossit et avance vers l'endroit désigné par son fils. Il constate qu'il y a bien là un cadavre, celui d'une jeune fille et non pas d'un homme, qui a été défiguré. Il fait demi-tour. Il est 17h45 et 3 policiers viennent d'arriver sur place. Il faut éloigner les badauds et dresser les premières constatations. Léon, en quittant le terrain vague, marche sur un pantalon et un manteau gris, trempé par la pluie. Son visage blêmi. Il se retourne et marche en direction des policiers. Arrivé à leur niveau, Léon s'approche de l'inspecteur et plante son regard dans le sien. Sans trembler, il souffle. C'est ma fille, Brigitte. Damien, Léon Devèvre vient de reconnaître les habits de sa fille. Oui, il s'agit donc de Brigitte, qui est la grande sœur de Philippe. Brigitte a 15 ans et demi. Personne ne l'avait vue de la journée, mais personne ne s'était inquiété non plus, puisque la veille, elle était partie de la maison familiale vers 19h30 pour aller dormir chez sa grand-mère, qui vit dans le même bourg, mais dans un autre quartier qui est à environ 15 minutes de marche. Dans quel état est le corps de Brigitte ? Alors, il est allongé sur le dos, quasiment nu. Elle porte un chemisier écossais qui a été remonté. Les enquêteurs voient tout de suite qu'elle a été griffée, victime de coups. Elle a plusieurs plaies qui lui zèbrent le front. Et la calotte crânienne s'est presque détachée. Donc ce sont des coups extrêmement violents qui ont été portés au niveau de sa tête. Le corps de l'adolescente est situé à quelques mètres d'une haie d'aubépine. Oui, alors, dit comme ça, on peut se dire que c'est un détail qui est peut-être insignifiant, mais cette haie d'aubépine, c'est un endroit très particulier dans cette ville, dans cette commune. Pourquoi ? Parce que c'est cette haie qui marque la frontière entre les corons, ces quartiers qui abritent des mineurs plutôt modestes, voire très pauvres, et le reste du bourg, le reste de Bruay-en-Artois, qui est un monde beaucoup plus bourgeois. Et de l'autre côté de cette haie d'aubépine, il y a des grandes maisons plus confortables, plus luxueuses, avec des gens plus aisés à l'intérieur. D'autres enquêteurs arrivent.
Oui, alors des experts scientifiques, comme pouvait être la police scientifique à cette époque, et puis les premiers enquêteurs de la police judiciaire de Lille. Alors la présence de la PJ de Lille sur place, ça signifie d'emblée qu'on est sur une enquête qui n'est pas tout à fait commune, qu'on est sur un dossier, une grosse affaire criminelle. Et en fait, tout ce balai de policiers et d'enquêteurs va se faire sous les yeux des gens du quartier qui sont évidemment très choqués par ce qui vient de se passer. Ici, tout le monde connaît la famille Devèvre. Elle vit au 16 rue de la Comté, dans une des maisons ouvrières en briques rouges. Léon, 50 ans, et Marie-Thérèse, 44 ans, ont 7 enfants. Brigitte est la 3e de la fratrie, et avec sa grande sœur, elle aide souvent sa mère à s'occuper des plus petits. Brigitte a les cheveux bruns, coupés courts à la garçonne, des yeux foncés, et sur la photo la plus connue qu'on ait d'elle, un sourire timide et espiègle. C'est une fille gentille, coquette, qui travaille bien à l'école et attend avec impatience de passer son brevet. Son père, Léon, fait partie des mineurs du gisement d'Haillicourt. Depuis la mort de son grand-père, Brigitte a pris l'habitude d'aller dormir plusieurs fois par semaine chez sa grand-mère, rue du Languedoc, à quelques centaines de mètres de chez elle. Elle aime s'occuper du chien de la maison, un loulou de Poméranie, un tout petit chien avec de longs poils ébouriffés. Dans le livre de Nathalie Gillot, Le mystère de Bruay-en-Artois, la journaliste raconte qu'il y a entre l'adolescente et sa grand-mère un accord tacite. Quand elle doit passer la nuit sur place, écrit-elle, Brigitte n'arrive jamais après 20h. Sinon, la grand-mère en déduit qu'elle ne viendra pas. Les allées et venues de Brigitte entre chez elle et la maison de sa grand-mère n'ont jamais posé de problème à quiconque. Mais quelques semaines avant la mort de Brigitte, les choses ont un peu changé. Un soir de février, alors qu'elle va chez sa grand-mère comme d'habitude, Brigitte remarque qu'un homme la suit. Elle presse le pas, inquiète. La jeune fille arrive chez sa grand-mère essoufflée. « Un homme a voulu m'attaquer, lui dit-elle. J'ai réussi à m'échapper. » Cet épisode de l'homme à l'imperméable, comme le qualifie Brigitte, est vite oublié. Le mercredi 5 avril, Brigitte prend comme d'habitude le chemin pour aller chez sa grand-mère. Il est 19h40 quand elle lance un au revoir à sa mère et s'éloigne de la maison. Sa grand-mère ne la voit pas arriver. Elle ne s'inquiète pas. Pour elle, ça signifie que Brigitte ne viendra pas ce soir. Dans la maison de la rue de la Comté, pas d'inquiétude non plus. Pour eux, Brigitte est chez sa grand-mère. Damien, jusqu'à ce que Léon reconnaisse les vêtements de sa fille dans le terrain vague, personne ne s'inquiète pour Brigitte. Non, parce qu'en réalité, tout le monde la croit en sécurité ailleurs. Ses parents pensent qu'elle est chez sa grand-mère et sa grand-mère pense qu'elle est chez ses parents. Donc, le début de l'enquête, il est compliqué par ce timing, puisque, en fait, on va se mettre à chercher ce qui a pu arriver à Brigitte, mais avec 24 heures de délai entre l'heure probable de son meurtre et le moment où on la découvre sur ce terrain vague. 24 heures, c'est long, d'autant que la scène de crime a été particulièrement souillé, piétiné, beaucoup de gens, des badauds, des témoins, des habitants, des riverains sont venus marcher, bouger autour de la haie, autour du corps, à côté, etc. Donc il y a des traces forcément qui ont disparu, il n'y a pas à l'époque de préservation de la scène de crime comme on le fait aujourd'hui, et en plus il a beaucoup plu entre le moment où elle a disparu et le moment où on la retrouve, donc le sol a été un peu lavé et pas mal d'indices ont pu disparaître. On l'a dit, l'enquête est confiée à la police judiciaire de Lille et on sait rapidement comment Brigitte est morte. L'autopsie révèle qu'elle a reçu un gros coup de poing sous le menton qui lui a probablement fait perdre connaissance et qu'ensuite elle a été étranglée. La mort remonterait à la veille, donc au mercredi soir aux alentours de 20h, c'est-à-dire très peu de temps après son départ de la maison familiale pour aller chez sa grand-mère. Elle a été, semble-t-il, étranglée avec un morceau de tissu. D'après les premières constatations, elle n'a pas été violée et un certain nombre de coups qui l'ont en quelque sorte mutilée ont été portés après sa mort, c'est-à-dire post-mortem. Elle a des entailles sur le corps et autour du cadavre aussi, sur le sol, il y a des traces de coups de plusieurs centimètres de long, ce qui laisse penser que le tueur a frappé un peu dans le vide à plusieurs reprises, comme s'il s'acharnait, comme s'il était pris dans une forme de crise de rage. Donc on va récupérer sur place tout ce qu'on peut, les vêtements évidemment qu'on a trouvés, mais en revanche il y a
pas d'armes du crime, il n'y a pas de couteau, il n'y a pas d'outils particuliers, ni d'autres indices qui vont remonter de cette scène de crime. Un autre élément qui manque, qu'on ne retrouve pas sur place, ce sont les lunettes de Brigitte, ce qui est assez étonnant parce qu'elle était très myope, elle pouvait quasiment pas se déplacer sans ses lunettes. Donc voilà, tous ces arguments et tous ces éléments en tout cas démontrent sans l'ombre d'un doute qu'on est face à un meurtre, à un homicide volontaire. Une information judiciaire contre X est donc ouverte. Oui, c'est la conséquence logique de ces premières constatations. C'est Henri Pascal, qui est premier juge d'instruction au tribunal de Béthune, qui va hériter du dossier. Alors, Henri Pascal, c'est pas complètement n'importe qui dans l'histoire judiciaire française. C'est un ancien avocat qui a grandi dans un milieu extrêmement modeste, avant donc lui-même de devenir un avocat puis un magistrat. Il a été juge suppléant, puis juge d'instruction, et ça a été un des premiers adhérents du tout nouveau syndicat de la magistrature. Il a même un surnom, ce Henri Pascal, on l'appelle le petit juge. Les enquêteurs tentent de retracer le trajet que Brigitte Devèvre a effectué ce mercredi 5 avril au soir et de comprendre où il s'est arrêté. À ce sujet, Dominique Roger, une habitante du quartier, peut les aider. La veille au soir, au moment où Brigitte dit au revoir à sa mère, Dominique Roger, aide-préparatrice en pharmacie, rentre de son travail. Quand elle s'engouffre dans la rue de Ranchycourt, perpendiculaire à la rue de la Comté, elle aperçoit Brigitte, arrêtée sur un trottoir, en pleine discussion avec un homme de dos. Les policiers demandent à la riveraine de faire la description la plus précise possible de cet homme. Selon Dominique Roger, il était de corpulence massive, plutôt jeune, entre 20 et 30 ans, mesurait 1,75 m environ et portait un pull à col roulé sombre. Personne ne devine qui cela pourrait être. Damien, le lundi 10 avril 1972, 5 jours après son meurtre, Brigitte est inhumée au cimetière de Bruay-en-Artois, au nord de la ville. Alors, il y a eu une cérémonie à l'église qui a réuni beaucoup de monde, puisque c'est pas seulement finalement sa ville qui lui a rendu hommage, mais c'est toute la communauté du bassin minier, des cités ouvrières de la région qui est venue. Il y a une très grande émotion. Il y a donc évidemment la famille, mais il y a les voisins, il y a les collègues du papa qui travaillent avec lui à la mine, il y a des membres de son syndicat, et puis il y a évidemment les camarades de collège de Brigitte. Il y a aussi beaucoup de médias. Oui, cette affaire, elle attire assez vite beaucoup de journalistes qui ont donc afflué sur Bruay-en-Artois, qui évidemment n'est pas du tout habitué, cette petite commune, à une telle médiatisation, à une telle déferlante. Pendant ce temps-là, l'enquête continue et une première piste se dessine. Celle d'un homme qui aurait importuné 2 jeunes femmes peu de temps avant le meurtre de Brigitte. Ces femmes, elles ne se connaissent pas entre elles. Elles ont été accostées chacune de leur côté par un homme fin mars, début avril. Elles racontent la même chose et surtout, un détail extrêmement bizarre, extrêmement troublant. Cet homme leur aurait expliqué comment tuer facilement une poule. Finalement, cet homme est appréhendé et mis hors de cause quasiment aussitôt. Les policiers sont embêtés. Alors, après cette première piste un peu prometteuse qui se referme, ils vont entamer un travail de titan. Ils vont interroger toutes les personnes présentes le 5 avril, qui est donc le jour supposé de la mort de Brigitte, à partir de 19 h, dans les 2 rues où on sait où elle est passée, rue de la Comté et rue de Ranchycourt. Donc c'est un travail de porte-à-porte, on va interroger tout le monde, notamment cette fameuse rue de Ranchycourt où une femme, une habitante de la rue, l'a vue en discussion avec cet homme au pull à col roulé. Il faut absolument retrouver et entendre tout le monde, mais ce travail, extrêmement fastidieux, il va s'avérer payant. Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story, l'affaire Brigitte Devèvre. Suite et fin de ce podcast dans le 2e épisode, déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur leparisien.fr. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.